Voilà, bonjour, je me présente, Laetitia Torresias. Je suis enseignante au CSVR, au cycle 1 au Genevet-sur-Coffrane et je vais vous présenter la méthodologie. Donc, c'est une première pour moi de travailler de cette manière-là. Donc, je relève un challenge, mais je vais essayer d'être le plus concise possible, ce qui n'est pas forcément toujours mon habitude. Donc, pour la méthodologie, quand on veut regarder comment fonctionnent les élèves, on doit se poser la question de comment on va observer, qu'est-ce qu'on va travailler. Et c'est pour ça qu'on a les 4 points importants qui sont définir, dévoluer, réguler et institutionnaliser. Mais avant ça, il y a vraiment 2 étapes fondamentales qu'on doit prendre en compte. La première, ben, c'est modifier l'espace. Parce qu'on ne peut pas rester avec un enseignement comme une disposition de classe en frontal. On est obligé de créer des coins, des endroits où les élèves vont pouvoir interagir, collaborer. Et c'est pour ça que le changement, la modification de l'espace est indispensable. On peut également utiliser les corridors. Donc sur l'image de gauche, vous voyez des enfants qui sont en train de faire des calculs dans les escaliers, monter, descendre les escaliers. On investit vraiment tous les petits coins possibles d'une classe ou d'un collège. Sur la droite, vous pouvez voir ma classe. Donc, ils n'ont plus de table personnelle. Ils ont un cube qui peut être déplacé, mis en cercle pour les moments communs. On voit également les différentes tables sur lesquelles ils peuvent travailler, également par terre, les ordinateurs. Et là, c'est l'extérieur de la classe. Donc, on voit qu'il y a aussi la possibilité d'installer des tables dans le corridor pour certaines activités qui peuvent être bruyantes ou qui nécessitent que les autres n'entendent pas ce qui se passe, surtout quand c'est des propositions d'ateliers, de réflexion. On voit que on casse cette notion de je suis assise à une table et j'y reste pendant toute la matinée avec des endroits assez insolites. On voit que ça se passe également chez les grands au cycle 3 sur l'image de gauche où ils sont également dans le corridor, assis par terre sur le banc, dans la position qu'ils le souhaitent et sur un rebord de fenêtre sur l'image du bas. On voit qu'ils peuvent travailler différentes sortes d'ateliers par groupe, seuls. En haut, vous voyez l'image d'une classe de 7 8e qui fonctionne aussi avec des tables hautes, des tables rondes, assis par terre. Et c'est également le cas de l'image du bas. Sur le bord de fenêtre, à genoux. Et là, vous pouvez voir une classe de 8e année. C'est la classe de mon collègue présentateur Thierry Vautier, où vous voyez qu'il y a au fond des tables hautes, aussi des groupes de tables, un endroit devant avec des jeux, des ateliers qui peuvent être faits en groupe et que c'est pas parce qu'on a des plus grands qu'on doit les avoir tous en randonnion en face du bureau. Donc après la modification de l'espace, on doit aussi se dire qu'on accepte, comme je vous l'ai dit, les différentes postures de l'élève, parce qu'il y a des enfants qui sont couchés mais qui travaillent très très bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que qu'on travaille de manière flexible, qu'on va lâcher sur le respect du cadre. Donc, c'est une chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est que la flexibilité ne veut pas dire laxicité et il faut vraiment, laxisme, j'ai un doute sur le mot, et il faut vraiment absolument être très strict sur le cadre et sur le fonctionnement des ateliers. Donc vous pouvez voir différents systèmes. On est dans une classe flexible, on peut être confortable, concentré, mais l'enseignant est toujours maître à bord et s'il estime qu'un élève n'est pas dans le fonctionnement de l'atelier et qui va perturber, il se doit d'agir. On a aussi un travail au niveau des niveaux de voix, parce que c'est vrai que le niveau peut vite monter. Et comme l'a dit Thierry dans son premier tutoriel, il y a certaines activités qui vont créer
l'émulation chez certains élèves et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement. Mais ça, c'est justement à chaque enseignant de voir ce qu'il accepte et si c'est voilà, si c'est fonctionnel dans une classe. L'instauration de règles de vie sont aussi primordiales et doivent absolument être respectées pour que le travail par atelier soit efficient. La deuxième chose qui est importante avant de penser aux ateliers eux-mêmes, c'est la ritualisation. Donc, comment on va fonctionner pour passer d'un atelier à l'autre. Alors, ça peut être sous forme de mission où l'élève va venir inscrire ses croix. Ça peut aussi être sous forme d'un temps donné par atelier avec le time timer. Ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant parce qu'on voit le temps qui s'écoule, les élèves voient le temps qui s'écoule visuellement et ça leur permet aussi de gérer leur temps par rapport à ce qu'ils doivent faire dans l'atelier. Et puis là, c'est un fonctionnement qu'on peut avoir. C'est une des propositions de tournus par atelier. C'est chaque groupe d'élèves va dans un atelier et au bout d'un certain temps tourne, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution et c'est justement à chacun de trouver le moyen voilà, la pertinence du fonctionnement à l'interne. Là, je vous présente juste l'image d'un graphe qui a été fait par un enseignant du cycle 3, où chaque élève va, en fonction de ses compétences, travailler certaines notions dans l'ordre où il le veut. Là, on a aussi un système comment dire, où chaque élève va inscrire ce qu'il fait selon ses besoins. Voilà, c'est là que je m'arrête pour l'instant.